Voilà, bonjour. Maintenant qu'on a fini l'ensemble des process de production, aussi bien du biogaz que du digestat, ce qu'on a appelé la méthanisation, nous allons systématiser à travers le chapitre sur le marché du biogaz l'ensemble des retombées attendues dans ces activités qu'on vient de décrire. La présentation va se faire sous 6 aspects. Donc on va d'abord aborder les aspects énergie de cuisson, ensuite les aspects électricité et chaleur, les aspects mise en bouteille, les aspects bio-GNV, l'énergie utilisée comme activité génératrice de revenus, qui aurait pu être d'ailleurs dans les énergies de cuisson entre autres, et les aspects fertilisation organique, qui sera le dernier point qui sera abordé dans le marché du biogaz. Alors, les énergies de cuisson domestique, c'est vraiment la partie la plus utilisée en milieu rural, en remplacement du bois et de plus en plus en milieu urbain, en remplacement du gaz butane, entre autres, ou d'autres types de produits fossiles. L'énergie de cuisson est vraiment la première forme d'exploitation du biogaz. Aujourd'hui, toutes les unités de biogaz produisent du gaz de cuisson. Et ce gaz est utilisé directement, que ce soit bien en milieu rural qu'en milieu urbain. L'intérêt, c'est qu'il permet la préservation de l'environnement, il y a moins de coupe de bois, il y a moins de déforestation, mais il y a surtout une meilleure protection de la santé de la femme et de l'enfant, parce que la cuisine, c'est en général l'apanage des femmes, et c'est elles qui sont dans des milieux enfumés, et comme souvent il y a un bébé avec, donc protection de la santé de la mère et de l'enfant. Le marché ici, il est analysé en termes de gains ou en termes de moindres dépenses, parce qu'un ensemble de dépenses évitées constitue un gain économique et financier pour les ménages et la collectivité. Ça, c'est pour les aspects énergie de cuisson domestique. Sur les aspects de production d'électricité et de chaleur, lorsqu'on a une grande quantité de production de biogaz, aujourd'hui, il est très courant de produire du biogaz pour vendre la partie électricité. Et cette électricité peut être vendue à une collectivité rurale, donc on peut être dans le cadre des marchés d'électrification rurale, utiliser les déchets de la collectivité pour produire du biogaz, faire fonctionner un moteur et vendre de l'électricité dans le village. C'est pour faire un peu l'électrification des ménages, mais on peut aussi décider juste d'alimenter, de changer le mode d'alimentation en eau des forages. Dans la plupart des forages ruraux, on a un groupe électrogène diesel, et donc le fait d'utiliser un moteur à biogaz remplace valablement et permet d'ailleurs au système d'être plus imbriqué dans ce qu'on appelle l'économie solidaire ou économie circulaire. Et dans ce cas précis, ce sont les déjections des animaux qui font marcher le forage pour arroser ou pour alimenter en eau les animaux qui vont plus produire de la bouse de vache et on va produire davantage de biogaz. Donc c'est ce qu'on appelle communément l'économie circulaire. On peut l'utiliser également dans des activités de transformation agroalimentaire. Quand on regarde au niveau des plateformes multifonctionnelles, où il y a des moulins à mil, des moulins à pâte d'arachide, etc. Donc le fait d'utiliser les biogaz comme source d'alimentation de moteurs électriques permet également de jouer un rôle important dans ce cadre-là. Donc vous voyez qu'il y a l'électricité permet de faire pas mal de choses. Quant à la chaleur, parce que dans la possibilité d'utiliser le biogaz pour produire de l'électricité, on peut avoir aussi des sources qui produisent ou des moteurs qui produisent et de l'électricité et la chaleur, ce qu'on appelle les CHP, Combined Heat and Power. Et là, on a vraiment deux modèles
de CHP dans ces parties-là, aussi bien ici que là. Ce sont des conteneurs qui, à l'intérieur, nous avons un moteur pour la production d'électricité, mais également un système d'échange thermique qui permet d'utiliser la grosse chaleur que dégagent les moteurs pour en faire, soit pour chauffer de l'eau, c'est le cas dans les abattoirs, mais également pour faire marcher des systèmes de séchage, c'est-à-dire des produits alimentaires. Donc, électricité, oui, mais vente également de chaleur. Ça fait pratiquement deux sources de revenus distinctes, la chaleur étant un produit directement issu du fonctionnement des... L'autre marché, donc je viens de le décrire rapidement, donc c'est les chaleurs. Mais l'électricité, en dehors des aspects micro, peut être injectée dans un réseau. Aujourd'hui, quand vous regardez ici, là on a une unité de 100 kW. Cette unité de 100 kW, toute la production peut être destinée à un réseau électrique du genre Senelec. Et à ce moment-là, un contrat d'achat va lier la centrale ou les détenteurs de la centrale à biogaz avec le client final qui est Senelec ou son pendant dans d'autres pays. Et tout se fait au moyen d'un contrat d'achat défini qui permet de récupérer ou de fixer les coûts de vente ou le prix de vente de l'électricité qui sera injectée dans le réseau. Idem, mais pour la chaleur, comme je l'ai décrit tantôt, dans certains pays, il existe des réseaux de chaleur qui est issu de la cogénération et les chaleurs donc sont aussi bien vendues soit dans un réseau, dans le cadre des contrats d'achat, mais il peut être aussi utilisé par des propriétaires individuels pour des activités de transformation agroalimentaire comme le séchage du poisson, le séchage de la mangue et d'autres fruits et légumes. La mise en bouteille du biogaz est également le troisième type de marché qui pourrait être exploré. La mise en bouteille entraîne la mise en place d'un certain nombre d'équipements en plus de la production du biogaz. Il faut avoir une unité de traitement et d'épuration du biogaz, comme on voit dans la partie haute à droite de notre slice. Là, c'est toute la partie pression, nettoyage et compression. Et le biogaz est stocké dans des bouteilles comme on voit ici. Et là, on a des racks. Le fait de les ranger comme ils sont là, c'est ce qu'on appelle des racks de biogaz. Donc, c'est du biogaz épuré et compressé. Et encore une fois, c'est dans le cadre de la production industrielle que ça peut se faire parce qu'il faut une grande quantité de biogaz, surtout quand on sait que la compression, dans ce cas précis, il peut être de l'ordre du 1 pour 200, c'est-à-dire pour avoir 1 mètre cube de biogaz compressé, il faut 200 mètres cubes de biogaz normal. Donc, mais par contre, il y a un marché réel à développer et la mise en bouteille peut être une chose très intéressante. Et aussi bien pour l'énergie de cuisson, et comme on verra plus tard, pour le bio-GNV, pour de la mobilité urbaine, parce qu'on doit pouvoir faire, et ça se fait, peut-être à petite échelle, mais ça se fait. On fait fonctionner des petites unités, genre moto, Jakarta, avec vraiment des petites bouteilles de biogaz. La production de bio-GNV est un aspect nouveau dans la valorisation du biogaz. Et le marché est devenu important à cause de l'accord de Paris, d'ailleurs, depuis l'accord de Paris, depuis la COP21, où aujourd'hui la tendance est de plus en plus à mettre sur le marché un système de transport décarboné. Donc, diminuer l'empreinte carbone du transport, du système de transport de masse. Et c'est pour ça donc il s'est développé des technologies dans le domaine de la distribution du biogaz
mais également la conception de véhicules de transport, des bus, et également des véhicules personnels ou individuels qui permettent de diminuer l'empreinte du carbone du secteur du transport en général. L'intérêt, il est plusieurs niveaux. Hein. L'intérêt d'utiliser du bio-GNV, il est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est moins cher que le diesel, la consommation en termes d'achat, 30% moins cher. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, il est de l'ordre de 90% moins polluant, surtout quand on prend en compte la partie biogaz, hein, parce que le biogaz, surtout quand on conçoit qu'il y a une partie qui a été produite à partir de la biomasse. Et le grand intérêt, c'est qu'il n'est pas du tout bruyant, donc il y a moins de pollution sonore. Et l'un dans l'autre, donc nous sommes vraiment dans l'alternative la plus plausible aujourd'hui pour le développement des filières en termes industriels. De plus en plus, il y a de grands projets qui se font dans le secteur du bio-GNV. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à explorer dans ce domaine-là également. Je parlais tantôt des activités génératrices de revenus qui vont rejoindre un peu les énergies de cuisson dont je parlais plus haut. Mais là, c'est vraiment les énergies de cuisson destinées à des activités génératrices de revenus. C'est comme les restaurants. J'ai présenté dans la partie process de production un restaurant qui est équipé de biodigesteurs. L'idée est de consommer moins de gaz butane et de mettre à profit justement les déchets de préparation de repas, les restes de repas, etc. Et donc faire beaucoup d'économies en termes de gaz de cuisson. L'autre aspect, ce sont les boulangeries. Donc de plus en plus sur le marché, il y a des mini-boulangeries de quartier, très petits, 150 à 200 pains jour, qui peuvent être alimentés avec un biogaz. C'est tout de suite des unités qui fonctionnent déjà au gaz butane. Et dès qu'on enlève les gicleurs, comme on a montré tantôt, on peut valablement remplacer le gaz butane par le biogaz. Nous-mêmes, nous l'avons déjà expérimenté. In fine, le marché de la fertilisation organique est également un aspect important dans la chaîne de valeur biogaz. Aujourd'hui, la tendance est de plus en plus à une transition agroécologique, et qui dit transition agroécologique parle d'utilisation d'engrais organiques, et le DIASA l'est par excellence. Il peut se présenter, comme on a vu, sous des aspects. Il peut être liquide, là, comme nous voyons dans la partie basse, dans les images du bas, mais il peut également se présenter sous la forme de fertilisant solide. Quoi qu'il en soit, le produit est beaucoup demandé aujourd'hui sur le marché, et il a un prix sorti digesteur assez intéressant, autour de 30 000 francs CFA la tonne. Donc quand on met l'un dans l'autre l'ensemble des marchés possibles que nous avons développés tout du long, les 6 que nous avons abordés, il apparaît que la méthanisation est parmi les sources de production d'énergie renouvelable, l'une qui est le plus en phase avec le développement durable. Il permet non seulement de mettre ou de participer à une transition énergétique digne de ce nom, mais il permet également une transition agroécologique. Et sans peur de nous tromper, je crois qu'on peut dire que la méthanisation est au cœur de ces deux transitions, et c'est un excellent pilier pour le développement durable. Je vous remercie.